Bien, chers amis, je suis heureux d'accueillir une nouvelle fois Frédéric Farah, qui vient nous présenter chacun de ses livres et qui vient de publier un nouvel ouvrage qui s'appelle Fake State. Frédéric, je vais vous demander de le présenter et ensuite, si vous le voulez bien, de répondre à nos questions. Je vous en prie. Bien, bonsoir à tous et à toutes dans ces circonstances très particulières, mais je suis comme à chaque fois très heureux de venir vous retrouver ici. Et comme Bertrand l'a dit, c'est pas la première fois, j'avais présenté les livres précédents, donc aujourd'hui je vais présenter ce livre Fake State qui est le dernier que je viens d'écrire. Alors, ce qui est bien, c'est que depuis l'apparition de ce livre, avant même de faire une présentation très précise du livre, l'actualité s'est employée à ne pas le faire vieillir trop vite. Car trois événements récents que je voudrais évoquer avant de parler de mon livre lui-même vont me permettre d'illustrer cette idée du fake state. Alors, je voulais, avant d'illustrer, dire qu'est-ce que je dis quand je dis fake state. En fait, fake state, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est l'expression d'un État qui devient paradoxal. C'est-à-dire qu'il s'est organisé, et ce volontairement, il a organisé son impuissance économique, et nous verrons comment, ou en tout cas faisant semblant d'être impuissant pour aussi donner de la puissance à, on va dire, à des intérêts privés. Et ce même État, pour masquer cette impuissance économique volontaire, je le répète, pour moi c'est très très important, il a trouvé dans la communication et une forme récente d'autoritarisme pour exister. Dans la communication, c'est-à-dire plus le sol se dérobe sous ses pas, plus il est impuissant, plus il communique. Je crois qu'on a l'expression la plus caricaturale de la chose à travers le gouvernement Macron, version Philippe, version Castex. On peut avoir la crise sanitaire et pas seulement nous a montré les dérives de la communication de ce gouvernement qui n'a pas réellement pris sur le réel. Mais il se fait aussi à sa manière un petit peu dure, un peu autoritaire, parce que lorsque ses projets sont contrariés, il sait utiliser toutes les armes du parlementarisme rationalisé qu'on retrouve dans la Ve République pour accélérer évidemment le vote d'une loi, pour éviter la négociation, et sans compter aussi, on l'a vu avec les Gilets jaunes, qu'il est capable d'organiser une répression assez dure de ce mouvement social et de faire en sorte que un état d'urgence devient un état permanent. Donc on pourrait croire qu'il est fort, puisque effectivement, il fait avancer certains de ses projets, ou du moins en apparence. Il ne négocie plus, il se concerte, c'est une façon étrange de négocier. Et donc cet État, qui en même temps est profondément impuissant, puisque ses leviers de politique économique ont très largement été grippés, et ce volontairement. Donc, avant de rentrer dans la présentation de mon livre, trois exemples qui illustrent le fake state. Premièrement, alors très rapidement, l'affaire Suez-Veolia, le plan Castex et les actuelles capacités hospitalières. Alors, pour l'affaire Suez-Veolia, je reconnais à Martine Orange, comme souvent, une très belle qualité de ses papiers. Et voilà ce qu'elle dit, je la cite parce que j'ai l'impression qu'en fait, elle me tend la main sans le savoir. Donc voilà ce qu'elle dit. Officiellement, le gouvernement a été opposé à la cession de Suez à Veolia, votée lundi au Conseil d'Angers. Mais en coulisses, le pouvoir a tout fait pour organiser son impuissance. Oh, vraiment, si même je ne le voulais pas, eh bien, Martine Orange vient nourrir ma thèse. Et je continue à la citer, parce que je ne veux pas voler les mots qui ne m'appartiennent pas, comme si on lui forçait la main, allant jusqu'à demander aux administrateurs CFDT de ne pas voter, fermez les guillemets. Donc, ici, nous avons un formidable concentré du fake state, à la fois de la communication, du volontarisme de pacotille. Je vous rappelle Bruno Le Maire expliquant par le menu que le gouvernement s'opposerait à ça, qu'il n'y a pas les garanties, qu'il ne veut pas, qu'il baisse. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est ça le principe de fake state. C'est-à-dire, la réalité, c'est qu'on fait en sorte d'abandonner, par exemple, un actif, on fait en sorte de le brader, mais il faut en parallèle qu'il y ait une communication qui l'accompagne pour dire strictement le contraire.
c'est-à-dire, mais une communication qu'on doit bien entendre, hein, qui va être relayée par la presse, et avec toujours la mise en scène de quelque chose qui n'est pas le fake state, c'est-à-dire le volontarisme. Nous ne laisserons pas faire, on ne va pas accepter, il faut des contreparties. Voilà. Mais dans les faits, le fake state, dans le cas de Engie, se montre tel qu'il est devenu, c'est-à-dire un État qui conduit à l'abandon, à l'insécurité des travailleurs, l'insécurité, comment dire, sur même la question sanitaire, et ainsi de suite. Donc, mais en fait, le gouvernement, derrière cette impuissance, a quand même des intentions. Et dans le cas Suez-Veolia, c'est assez clair, et l'article de Martine Orange est assez éloquent à ce sujet. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est effectivement, il fait semblant de ne pas vouloir, mais en fait, le gouvernement a pris fait et cause pour la revente de Suez à Veolia. Mais regardez bien, je cite encore Martine Orange, qui vraiment est mon allié pour ce soir, je ne le savais pas. Mais en coulisses, tout a été mis en œuvre pour organiser sa propre impuissance, où il a semblé devoir s'incliner devant des forces adverses, alors qu'il n'a cessé de les encourager en sous-main. Voilà du fake state en pleine action, c'est-à-dire que d'un côté, organisant volontairement l'impuissance, de l'autre côté, sert des intérêts privés, mais et ce volontairement. Là, nous voyons encore l'idée d'une impuissance organisée, voulue, autrement dit, l'État volontairement se dépouille d'outils d'action et sert d'autres intérêts, mais en toute conscience. Et à la fin de l'article, on cite Jean-Pierre Mignard qui dit « Dans le cas de Suez, il, donc l'État, s'est assis sur tout, la préservation d'un groupe industriel, le maintien de l'emploi, le respect du droit, 10 000 emplois sont menacés. » Même Arnaud Montebourg veut nourrir ma thèse lorsqu'il dit, quant à lui, je le cite, « affirme cette affaire ressemble à une distribution oligarchique d'avantages dans un cercle restreint d'amis privilégiés du pouvoir. » Donc, première illustration, avant même que je parle de mon livre, c'est extraordinaire. C'est là, en fait, c'est en action. Et donc, Bruno Le Maire, cette fois, il avait raconté ses salades d'ici de là, expliquant que l'emploi ne sera pas menacé, patati patata, toutes ces choses, et à la fin, les salariés découvrent une autre réalité, bien sûr. Deuxième exemple, mais je ne vais pas rentrer dans les détails d'Engie parce que ce serait trop long, mais voilà. Donc, deuxième exemple, le plan Castex. Je lis cet article d'un économiste que j'aime bien, qui est Xavier Timbaud, le président de l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui qualifie ainsi le plan Castex, et c'est génial. Le plan Castex, la relance sans la relance. C'est formidable. Alors, pourquoi? Eh bien, cette relance sans la relance, c'est qu'en réalité, il y a une surenchère dans la présentation pour obscurcir la réalité de la chose. Encore une fois, la logique de la communication. Il faut noyer l'affaire, c'est-à-dire de dire, les amis, on fait quelque chose, hein, on va sauver les emplois. Donc, en fait, les 100 milliards sont cumulés sur plusieurs années, et même au-delà de 2022, mélange des mesures en flux et en capital, et agglomère des mesures de soutien qui existaient déjà. Donc en 2021, en réalité, le plan de relance serait au mieux de 30 milliards ou encore 1,2 point du produit intérieur brut. Peut-être on pourrait dire que c'est pas mal, mais c'est très en deçà de ce que requiert la situation. Donc, et au lieu d'injecter que 30% des 100 milliards, c'était 70%, ben les chances peut-être d'inverser les cours auraient été plus importantes. Donc voilà, encore une fois le fake state. On utilise un mot qui résonne pour les gens, relance. Alors on dit, ah là là, ça fait des souvenirs, hein, 81, relance, donc on a l'impression c'est aussi les relances comme les États-Unis ont pu le faire à leur manière, je ne dis pas que c'est forcément bien, mais on a l'impression. Donc il y a le mot, mais il n'y a pas le contenu. Il y a le contenant, mais c'est vide. Donc, et évidemment, il y a les médias qui vont relayer ça en disant 100 milliards, vous êtes fous, mais qu'est-ce que c'est? On n'a jamais vu ça. C'est comme, par exemple, Bruno Le Maire, dans la modification de la loi de finances, avait dit on a mis 450 milliards sur la table. Oh, 450 milliards, c'est extraordinaire. En fait, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas de l'argent frais, c'est juste une garantie des prêts. Donc en fait, l'État, il fait juste, comme l'avait dit très bien
comment dire, Olivier Passé, il fait juste l'assureur, pas le producteur. Bon, deuxième exemple, la relance sans la relance. Engie. Et on arrive à mon livre. Je me suis permis de faire cette introduction, c'est un peu long, mais maintenant, les capacités d'accueil. Troisième exemple. Le Ségur et tout ce qu'on voudra, etc. Donc, il y a un article du Monde à ce sujet que j'ai sous les yeux. Et donc, pic de la vague, je lis l'extrait de l'article qui vient du Monde, le ministère de la Santé assure depuis plusieurs semaines, alors je lis, c'est le Monde, c'est pas bon, pouvoir atteindre les 12 000 lits. Questionné à plusieurs reprises sur cet objectif par le Monde, la Direction générale de la Santé n'a cependant donné aucun élément pour étayer ce chiffre. Ah, très bien. Donc la relance sans la relance, les lits sans les lits, et ainsi de suite. Et je ne vous cacherai pas, parce que je ne vais pas vous embêter, parce que je ne veux pas regarder mon livre, tous les jours, je passe mon temps à les recenser. Et j'en ai plein. Je veux dire, et je me dis, je vais peut-être faire une suite de ce truc, cette chronique du fake state, c'est-à-dire un quotidien. Et il y en a. Mais plein, là, j'en ai pris que 3, mais j'en ai d'autres, hein, croyez-moi. Parce que il y en a plein. La dernière loi sur dite de simplification qui va concerner aussi l'environnement, même chose, j'en ai plein. Je lis l'article, si vous voulez, je fais une espèce de compte-rendu, pour être à la mode, clinique, hein, pour rester dans l'air du temps. Donc, seule trace d'un plan, une note du ministère datée du 17 juillet qui recense région par région le nombre de lits de réanimation mobilisables. Le total atteint bien 12 515, mais pour y parvenir, les hôpitaux devraient enrôler jusqu'à 24 000 infirmiers et 10 500 aides-soignants supplémentaires, alors qu'ils démissionnent, qu'ils craquent et ils ne veulent plus rester. Donc il en faudrait 24 000 et 10 500 aides-soignants. Ce calcul n'est cependant que théorique. Ah, ouf, me voilà rassuré. Voici ce dit la note, cette hypothèse nécessite de nombreux effectifs supplémentaires en personnel qui ne sont pas présents directement et ne peuvent pas être disponibles sur tout le territoire national en même temps. Donc, effectivement, les auteurs, évidemment, en clair, à aucun moment les auteurs n'imaginent que ces 12 lits, c'est toujours le Monde qui dit, de réanimation puissent être occupés simultanément. Donc, en gros, on nous a encore raconté un truc, le Ségur de la santé, ce genre de choses, etc., pour nous dire on fait que... Mais pourquoi le confinement réapparaît dans l'air? Et pour la raison du premier, c'est-à-dire qu'on n'a rien fait pour les capacités hospitalières. Ces 3 exemples sont des illustrations, mais parfaites, et j'en ai plein d'autres, de cette chose que j'ai décrite dans ce livre que je vais maintenant évoquer, le fake state. Donc, c'est une impuissance volontaire et qui cache en plus, c'est moi qui rajoute, une collusion inquiétante entre des intérêts privés et publics, un plan de relance qui n'en est pas, un plan hôpital qui ne l'est pas non plus, une session qu'on dit ne pas vouloir, mais que l'on organise. Voilà ce que nous subissons, tout gouvernement confondu, depuis 40 années. Et ça donne les résultats. Et on illustre là la très mauvaise économie. Parce que pendant qu'on a été mis à la cave, entre guillemets, pendant 56 jours, les conséquences économiques de ces choix, au-delà même des conséquences sanitaires, nous les payons très largement. Bien. Donc, bienvenue au royaume du fake state. Bien. Alors voilà ce que j'ai voulu présenter. J'étais tellement content quand je préparais cette conférence, je me suis dit, mais c'est génial. Merci Martine Orange, merci Le Monde, merci tous ces gens de m'illustrer. Alors j'aimerais que je sois démenti, c'est mon rêve, pour une raison simple, parce que ça voudrait dire que le fake state n'existe pas, et donc tout va bien. Alors voilà, donc je vais présenter un peu ce livre. Ce livre, je l'avais en tête depuis un moment. J'ai accéléré son écriture le jour où Notre-Dame a brûlé. Quand Notre-Dame a brûlé, je me suis dit, ça va plus du tout. Alors déjà, j'étais obsédé par ces trucs européens, toutes ces choses qui me cassent la tête, mais qui me préoccupent, en disant qu'on est bloqué, l'Europe et autres. Arrive Notre-Dame. Notre-Dame brûle. Et là, je me suis dit, bon, on est allé déjà très loin, mais j'étais convaincu que le gouvernement allait dire, ça coûtera ce que ça coûtera, et on va s'occuper de Notre-Dame. Et là, j'ai vu qu'il est allé demander, tendre un petit peu comme ça à la main, en disant, en privé, t'as pas 10 €, t'as pas 50 € pour sauver Notre-Dame. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce qu'on découvre au moment de Notre-Dame? Que la direction des monuments nationaux déclare qu'elle-même dispose de très peu de moyens
et qu'on se retrouve dans cette situation. Donc c'est ça qui a accéléré l'écriture de ce livre, parce que je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Et vous vous souvenez, quand vous alliez dans le supermarché, vous pouviez, au moment de payer votre carte bleue, de rajouter un peu de sous pour Notre-Dame. Hein. Vous vous rappelez de cet épisode? C'est quand même assez hallucinant. Je veux dire, bon, on aurait pu attendre que l'État se dise, ben, j'interviendrai à la hauteur. Donc en fait, ce livre a voulu prendre pour point de départ 1981, l'arrivée de François Mitterrand jusqu'à nos jours, le coronavirus compris, où ce que j'observe, et il suffit qu'il s'y intéressait de près, que François Mitterrand a été, dans l'histoire de la Ve République, par les choix qu'il a fait entre 81 et 82, c'est-à-dire la nationalisation, ensuite sa capacité à être maître, comment dire, du système bancaire pour partie, que le président Mitterrand a disposé le plus d'outils de politique économique pour agir, et que de toute la Ve République. C'est-à-dire, il avait un éventail d'actions et d'outils, et à la fin, ça donne quoi? La pantalonnade de 83. Pour quelqu'un, et en plus à une époque où la mondialisation telle qu'on la connaît n'existe pas, où les règles européennes sont inconnues, où la Banque de France est sous encore le contrôle de ce qui n'était pas encore Bercy, mais du Louvre, et on dispose d'un appareil productif où l'État est quand même le premier employeur, dispose d'entreprises publiques importantes, nationalise des secteurs clés, et tout cela se traduit par « c'est la contrainte extérieure, nous devons abandonner ». Et de François Mitterrand à Emmanuel Macron, eh bien, progressivement, tous les outils de la politique économique ont été volontairement abandonnés. Nous n'avons plus de politique commerciale, nous ne déterminons plus notre taux d'intérêt, nous ne déterminons plus notre taux de change, nous ne nationalisons plus, la monnaie ne nous appartient plus. Donc, nous sommes, et je peux continuer la liste, et le fiscal et le social font l'objet de bricolages très inquiétants. Donc, progressivement, en 40 ans, nous nous sommes défaits des outils pour agir sur le réel. Et on l'a fait à dessein. C'est pas un coup d'État, c'est pas parce que c'était une lubie, je vais revenir dessus. Donc, ce qui était intéressant dans ce livre que je voulais faire, c'était revenir sur 80 ans. Surtout qu'il y a un récit, pour moi je suis obsédé par le récit, il y a le récit libéral, oui, bon, les socialistes sont venus avec des vieilleries, ils voulaient faire du keynésianisme de grand-papa, et puis en fait ils se sont heurtés à la réalité les a rappelés à eux, et dans tous les manuels d'économie, je le vois bien, à l'université, en prépa et tout, le moment qu'il faut désigner comme étant la chose qu'il ne faut jamais plus refaire, la relance Mauroy. Oh, il ne faut plus refaire ça. Ça, c'était vraiment l'horreur incarnée et tout, et enfin, les socialistes se sont réveillés, ils ont choisi le Francfort, ils ont choisi l'Europe, et ils ont abandonné toutes ces vieilleries qui n'avaient aucun sens. Et donc, c'est le discours libéral, enfin, les socialistes. Alors, dans ce livre, en revenant sur cette histoire de 81, et en m'appuyant sur des travaux italiens, non traduits, de Balba et Pivetti, qui sont deux économistes italiens, qui ont écrit un livre magnifique que j'aimerais un jour voir traduit. Traduit d'italien, le titre c'est La disparition de la gauche en Europe, La scomparsa della sinistra. Et donc, et dans l'histoire, ils reviennent énormément sur cet épisode de 81, sur lequel je trouvais très intéressant leur approche. Et puis après, j'ai continué à réfléchir dessus. Et en réalité, ce qu'il en ressort de cette réflexion, de mes lectures et autres, c'était en quelque sorte, c'est que 83, c'est le prétexte. C'est-à-dire qu'on pourrait croire qu'au sein du PS, on va dire la ligne chevènement, pour faire rapide, l'emporter, était dominante, et que finalement, arrive la réalité, ils sont obligés de se convertir à autre chose. En réalité, non. C'est-à-dire que malgré l'apparente, domination de ce qu'on a pu appeler la première gauche, à l'intérieur même du PS, il y avait déjà présent et très largement dominante toute une fraction du PS qui était proche de Delors, de Rocard, et qui espérait une réorientation, c'est un peu, on retrouve tous les thèmes de la deuxième gauche, qui était déjà à l'œuvre, et qui n'attendait en réalité, qui était déjà dominante en tant que telle, par les idées, par les cadres qui se trouvaient, n'attendait que ça
pour, finalement, justifier une réorientation doctrinale. Et d'en finir avec, finalement, un fond peut-être jugé trop dirigiste, trop marxisant, si tant est qu'on puisse dire ça. Et, en fait, 83 donne l'occasion de le faire. Parce qu'on ne peut pas économiquement dire qu'on n'avait pas les moyens de faire autre chose. Et c'est à ce moment-là que c'est intéressant, peu importe ce qu'on pense de Jean-Pierre Chevènement, du témoignage de Chevènement, des orientations qu'il voulait faire prévaloir à l'époque, la sortie du SME, défendre l'industrie, et autres. Peu importe après l'homme, ses contradictions autres, mais ce moment-là. Et c'est ce moment-là qui va être écarté pour qu'on rentre dans quelque chose de terrible, et duquel on n'est toujours pas sorti, c'est-à-dire que, en gros, c'est la voie européenne, avec toutes les contraintes, avec ses effets disciplinaires, et avec l'idée qu'à partir du moment où on renonce aux outils de politique économique, et ce volontairement, et c'est ce qu'a fait le Parti socialiste, non seulement en renonçant à un certain volontarisme, mais en même temps, par des hommes comme Camp-Dessus, Delors et d'autres, encourager les pires des choses, c'est-à-dire par exemple la libre circulation des capitaux. Et dans le fond, qui vont créer tous les éléments pour désarmer les travailleurs au profit du capital. Et qui, dans le fond, vont créer le cadre dans lequel nous sommes de politique économique, c'est-à-dire, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est-à-dire agir sur le droit du travail, agir sur la protection sociale, avec effectivement la précarisation du marché du travail, avec l'idée qu'il faut toujours plus de concurrence, et que c'est ce qu'on appelle, dans le langage jusqu'aujourd'hui, des réformes structurelles. Et c'est pas par hasard qu'en 83, le CNPF dit 83, l'année de la flexibilité. Oh, c'est formidable ça. Bon. Donc, pour moi, je voulais montrer dans ce livre qu'il fallait relire 81, il fallait relire la relance, et pas simplement, comme on a bien voulu le dire, l'idée que c'était une vieillerie dont il fallait se débarrasser. Et on pourrait, dans la discussion, revenir sur cet épisode. Et arrive le moment qui m'intéresse beaucoup dans mon livre, c'est le moment Fabius. Fabius, c'est Macron version Minitel, quoi. Bon, donc, c'est Macron version Minitel, quoi. Donc, c'est-à-dire, c'est exactement ça, c'est-à-dire Macron à l'heure du Minitel. Bon. Donc, et il faut lire ce monument qui est, alors peut-être qu'il l'a écrit, il l'a pas écrit, on lui a demandé qu'il l'écrive, etc., etc. Le discours de politique générale de Laurent Fabius en juillet 84. C'est Macron avant Macron, mais effectivement avec Minitel, avec effectivement ce genre de choses, où arrive ce fameux tournant de la modernisation. C'est le début de la nouvelle langue, parce que la modernisation va prendre le relais d'un terme qui était beaucoup plus présent autrefois, qui était cette idée du progrès. Et le progrès donnait une orientation, une direction. Modernisation, qu'est-ce que cela veut bien dire? Et dans ce discours, que j'ai tellement lu et relu, où il dit qu'il appartient à la gauche de réconcilier les Français avec l'entreprise, qu'il faut s'ouvrir aux nouvelles technologies pour l'époque. On est encore Minitel, hein, Macron n'est pas encore là, il va arriver, il n'est né qu'en 77, donc bon, il ne sait pas s'il va être le successeur de tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'arrive tout ce discours, modernisé, et c'est le début de ce qu'on a tous appelé, on se souvient tous de ça, les années fric, hein, les années 80, les années fric, et ces socialistes en R25, que certains avaient pu appeler le gang des R25, hein, parce qu'ils étaient tous avec leur voiture. Et donc, les socialistes à ce moment-là, à travers en plus, quand même, le marché unique, je veux dire, s'il y a bien quelque chose qui n'a rien de socialiste, c'est bien ce machin-là. C'est-à-dire, consacrer la libre circulation des capitaux, c'est faire le plus sale coup à la protection sociale. Parce que dans le fond, comme le capital court plus vite que le travail, qui va devoir supporter des ajustements à la baisse, c'est le travail, parce que l'arme du chantage est donnée au capital. Et c'est les socialistes qui le font. Qui le font. Voilà la réalité des faits. Et donc, et on va amplifier ça, évidemment, avec l'euro qui va aller... Et ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est que tout ça, c'est pas un complot, c'est quelque chose qui a été volontairement pensé, voulu. Je pense à la désinflation compétitive qui répond à 83 avec ses 3 piliers. Et vous allez voir combien il y a une actualité. Modération salariale, oh, quelle surprise. Contenir la progression de la dépense publique et le franc fort. Bien.
Et tout ça, c'est concocté par l'administration. C'est-à-dire la désinflation compétitive, c'est pas on importe un modèle économique américain et on essaye de le plaquer. C'est l'administration qui fabrique la désinflation compétitive. C'est la haute fonction publique, c'est une fabrication vraiment made in France, hein, la désinflation compétitive. Il n'y a pas quelque part dans la théorie économique un endroit qui dit la désinflation compétitive. C'est un truc que notre administration a pensé fabriquer économiquement. Il faut bien garder ça à l'esprit. C'est pour cela que dans ce travail, j'ai voulu aussi, pour qu'il n'y ait pas le sentiment que des forces mystérieuses agissent dans l'ombre, ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de faire un chapitre, bon, j'aurais voulu qu'il soit plus long, mais bon, après il y a des contraintes, sur la transformation des élites, de leur formation, de leur représentation, et je voulais prendre entre autres cette maison que j'ai connue, qui est Sciences Po Paris, je viens de là, je l'avoue, je fais un aveu en direct, où moi je commençais à connaître ces mutations petit à petit avec l'époque d'Alain Lancelot, et est arrivé ensuite les transformations avec Richard Descoings, qui évidemment rêvait de transformer Sciences Po un petit peu avec un modèle américain en référence, la faisant glisser vers une école de commerce, abandonnant la section service public, se transformant en affaires publiques. Ce qui était pour moi assez symptomatique d'un changement, et pas simplement de mots, mais ça désignait une réalité plus profonde. Bon. Et d'ailleurs, tellement on arrive au ridicule que les premières années de Sciences Po s'appellent désormais le collège, alors que dans notre représentation française, le collège, c'est quelqu'un qui est en 6e, en 5e, en 4e. Bien, maintenant, on sait qu'on est au collège à Sciences Po. Donc, on ne comprend plus rien, mais c'est pas grave. Tout va bien. Donc, ce que je voulais montrer, c'est que, par exemple, François Hollande était en cela très intéressant, c'était le premier président HEC. C'est-à-dire qu'il a fait l'ENA, bien sûr, mais en plus HEC. Et on voit de plus en plus dans les élites privées et publiques monter en puissance, dans les cabinets, dans les ministères et autres, des individus qui peuvent avoir une patine service public, mais qui en même temps sont de plus en plus issus des écoles de commerce. Donc, arrive un autre imaginaire, une autre représentation, avec l'import de représentation du privé dans le public. Ce que je voulais montrer dans ce livre, c'était très important pour moi, c'est qu'il ne s'agissait pas de dire que l'État s'était retiré. Non, il ne s'est jamais retiré. Ses missions ont changé. Il s'est mis au service du marché et au lieu de le réglementer, il n'a fait que le réguler, qui est une version plus faible, plus réduite. Ce n'est pas la même chose. Et donc, c'est pas l'État versus le marché, c'est l'État qui s'est mis à son service, c'est-à-dire qui est aussi à importer, comment dire, des manières de penser, de représenter qui viennent de l'univers du privé. Parce que quand on dit le marché, moi j'ai jamais dîné avec lui, le marché. Hein. Je veux dire, la mondialisation, j'ai pas dîné avec elle non plus. Hein. Elle s'est jamais présentée à moi en disant bonjour, je suis la mondialisation, bonjour, je suis le marché. Mais ce sont des entités commodes pour penser des choses, mais derrière le marché, c'est toute une série d'intérêts privés, des grandes entreprises, ça peut être aussi des petites, etc. Donc, la mondialisation, il ne faut surtout pas la penser comme ça, parce que sinon on pense que c'est comme une force naturelle qui s'impose à nous. Il n'y a rien de naturel derrière tout ça. Il y a des intérêts politiques, économiques, c'est pas un phénomène de naturalisation, on dit « Oh, bah, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse hein ?» Bon, et bien de montrer qu'il y a une banalisation du public, c'est-à-dire qu'on a importé des tas de façons de faire avec une façon qu'on a appelée le New Public Management, c'est-à-dire ou par exemple la gouvernance par les nombres, avec la naissance de la LOLF au début des années 2000. Toutes ces choses-là sont des éléments qu'on a intégrés comme si c'était naturel, ils ne l'étaient pas. C'était des changements complètement de représentation, de façon de penser les finances publiques, de façon de penser l'action de l'État. Et donc on est dans un truc très troublant, parce qu'on a l'impression de voir la même chose, mais c'est de l'intérieur que ça se transforme. On a l'impression de voir un service public SNCF, ça ne s'appelle plus la SNCF. C'est plus le monopole plus longtemps, ça s'appelle le groupe SNCF, qui est effectivement divisé en plusieurs centaines de filiales, si vous voulez. Donc, on a l'impression de dire « Ah, mais le service public, il ne marche plus ». Comme si c'était le vieux monopole du début des années 80. C'est fini. On croit que la protection sociale n'a pas bougé depuis 1945, mais elle a tellement été transformée dans son mode d'organisation à l'intérieur par les types de management et autres, qu'il reste, ouais, ça s'appelle la boîte sécurité sociale, bien sûr, mais à l'intérieur, on est passé à autre chose. Et donc, ce qui permet de relativiser l'idée qu'il y a d'un côté le marché, il y a de l'autre côté l'État. L'État se banalise de lui-même, c'est-à-dire, il devient un acteur comme un autre, se soumet à la gouvernance par les nombres, pour parler comme Suppiot, qui est vraiment le livre qui, à mon avis, il faut lire du début jusqu'à la fin, tellement c'est magistral, et on se sent tout petit après. Donc, c'est pas grave, on se dit on a du boulot, c'est bien. Donc, et
ce que je voulais absolument montrer dans ce livre, c'est que ces dynamiques de banalisation, cette façon de se contraindre, c'est pas un coup d'État du marché ou je ne sais quoi, c'est l'État volontairement, et qui en plus n'arrête pas de faire des allers-retours avec les pantouflages et les rétro-pantouflages dans le privé. Aujourd'hui, on sait très bien que dans la plupart des conseils d'administration des banques, on trouve des énarques. Donc il y a une espèce de circulation, c'est-à-dire que le point d'impulsion vient de l'État, qui volontairement se prive, qui volontairement se limite, en légitimant les privatisations, en acceptant les contraintes européennes. Et donc, j'ai voulu montrer que cet abandon successif, le fait de se banaliser, tout ça doit être compris en articulation avec autre chose, c'est-à-dire avec d'autres crises. C'est-à-dire que, vu la prééminence de l'État dans notre histoire, eh bien, ça s'articule avec deux crises qui vont ensemble, la crise de la souveraineté et la crise de la démocratie. Et c'est ça qui est très problématique, et le fake state nourrit ces crises, ou même les entretient, les amplifie. Et en fait, j'ai voulu passer en revue dans ce livre à la fois des choses qui peut-être nous parlent ici, mais pour d'autres qui nous parlent plus, c'est-à-dire revenir par exemple des chapitres sur la question du franc fort, sur effectivement la naissance de l'euro, se rappeler que le SME était déjà sous la férule allemande et que en fait on a créé par l'euro un marque encore plus fort que le précédent. Donc c'est ça qui est terrible. Et tout ça avec notre accord. Je veux dire, nous, c'est-à-dire une partie des élites et partie maintenant de la haute fonction publique qui a été dans cette direction. C'est pas autrement. Et j'ai voulu ensuite montrer progressivement que avec toutes ces choses très techniques sur lesquelles on pourrait revenir, qui est de la gouvernance des nombres, dont on paye aujourd'hui les conséquences, comme l'ONDAM, ce genre de choses, ces enveloppes que l'on attribue en termes budgétaires aux dépenses de santé, toutes ces choses qui ont subsisté. On a cru qu'en 1995, on était venu à bout avec l'abandon du plan Juppé, mais l'ONDAM est resté. C'est-à-dire, est resté. C'est-à-dire, ça s'est passé comme ça, très tranquillement, en tant que tel. Donc, ce que je veux montrer dans ce livre, c'est que, en fait, c'est ça qui est très très difficile à percevoir, je veux dire, pour le grand public, non pas parce que je prends les gens pour des imbéciles, jamais, parce que surtout le temps macronien, c'est le temps du mépris, sans le talent de Malraux pour l'écrire. Bon, alors, non, mais il faut le dire, hein, n'ayons pas peur, parce que c'est ces gens-là qui sortent par le nez, mais je ne voudrais pas être trop dur. Mais bon, mais en fait, ce qui est terrible, où on voit cette logique du fake state, c'est-à-dire cette banalisation de l'État, cette façon de le contraindre, c'est à travers des trucs très techniques et qui ne sont pas toujours faciles à saisir et qui demandent du temps. L'ONDAM, la LOLF, le New Public Management, toutes ces choses-là qui ne sont pas des gros trucs comme ça, parce qu'ils ont l'air un peu rebutantes, parce qu'il faut aller taper ces techniques-là. C'est comme les affaires européennes. Moi, je passe mon temps à lire les textes européens. Bon, c'est souvent indigeste, mais c'est là que ça se trouve, quoi. C'est là que ça se trouve. C'est-à-dire, c'est comme on dit, ouais, on dit, regardez, on a des milliards qui viennent de l'Europe. On n'est même pas sûr au mieux, ces milliards, s'ils sont encore satisfaisants, ils y arriveront à travers une procédure de dingue autour d'avril 2021, quoi. Donc, bon, alors, on a le temps de voir d'ici là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce processus de fake state, c'est-à-dire cet État qui se banalise, qui se contraint, apparaît de mille façons. Il y a les trucs très visibles. On renonce à notre monnaie. Bon, très bien. Le pacte de stabilité, très bien. TSCG, très bien. Two-pack, six-pack, de moins en moins bien. Parce que là, il faut suivre. Donc, semestre européen. Après, il y a les trucs plus sous-jacents qui nous contiennent. Quand on change la représentation des choses, l'ONDAM, dont on paye complètement les conséquences aujourd'hui, quand on voit nos capacités hospitalières et les moyens qu'ont nos hôpitaux, la LOLF, toutes ces choses-là, le New Public Management, toute cette manière de repenser les services publics, tout ça font diffuser dans les services publics toute une logique qui est celle du marché, celle des intérêts privés, et que l'on ne voit pas immédiatement, parce que ce sont des choses techniques, parce que ce sont des choses pénibles
à analyser, c'est long, c'est compliqué, c'est pas facile, et ça demande du temps, et je peux comprendre qu'après une journée de travail, on n'a pas envie de se payer qu'est-ce que c'est que l'ONDAM, on n'a pas envie de se payer qu'est-ce que c'est que la LOLF, on n'a pas envie de se payer qu'est-ce que c'est que le public management. Sauf que moi, j'en ai fait un centre d'intérêt personnel, je peux avoir des problèmes, certainement, je dois m'inquiéter sur mon état psychique global, de pouvoir m'intéresser à ce genre de choses. Bon, très bien. Donc, il faudrait peut-être que je me repose, que je prenne plus de vacances, et que ma vie soit différente. Bien. Donc, si vous voulez, j'ai voulu montrer ça, avec effectivement ces effets sur, évidemment, la protection sociale, sur la fiscalité, sur les services publics. Et c'est amusant parce que, enfin, c'est pas amusant, mais quand j'écrivais ce livre, avant qu'il y ait une deuxième version, parce qu'il devait sortir en avril, il s'est passé des choses comme chacun le sait, en fait, ce livre déjà indiquait, quand je parlais de la santé ou des questions de santé, du désarmement hospitalier. Et ensuite, j'ai rajouté un chapitre sur le coronavirus parce qu'il le fallait. Et étrangement, quand est arrivée cette crise, je me suis dit, ben voilà le problème. C'est-à-dire, on a passé notre temps, et ça c'est la logique libérale, de dire, ah, les gens ils partent en vacances, ils diffusent le virus partout, mais sur les plateaux, on n'insistait pas assez sur le fait que si on en était là en termes de capacité, c'est qu'il s'était bien passé quelque chose. Et qu'il ne suffisait pas de culpabiliser les gens en disant, vous êtes vilains, vous allez diffuser le virus, mais de dire, qu'est-ce que les pouvoirs publics avaient fait en 20 ans de l'hôpital comme une entreprise, avec toutes ces lois qui sont arrivées. Donc aujourd'hui, ce fake state, il crée une insécurité sociale, une insécurité sanitaire, une insécurité civile, et il est, comment dire, et il est au cœur de la crise de la démocratie. Et c'est ça qui, si vous voulez, qui m'inquiète, parce que jour après jour, je recense, j'en ai donné 3 exemples, de la poursuite de cette affaire. Et aujourd'hui, ce qui me fait peur, c'est que même si demain on devait sortir de l'euro, que j'appelle de mes voeux sans me cacher, et même plus que sortir de l'euro, mais c'est avec qui en fait? C'est-à-dire, quelles seront les élites qui, dans l'appareil d'État, j'espère qu'il y en a, certainement il en existe, vont pouvoir conduire autre chose. Et c'est pour ça que je pense qu'une réforme éducative, une réforme de l'enseignement, une réforme de la formation des élites est absolument essentielle. Ça passe aussi par là. Parce que aujourd'hui, on a de quoi être très préoccupé, surtout quand on voit la gestion présente de la crise sanitaire, une gestion très très inquiétante pour nos libertés publiques, qui m'inquiète. Quand j'entends la ministre des Sports expliquer que pourquoi on ferme la salle des sports, alors que Mme Mabrouk lui dit mais il y a tant de millions de passages, mais il y a très peu de contamination, elle dit ce n'est pas sur des bases sanitaires que nous fermons les salles des sports, c'est pour des raisons disciplinaires. Elle explique pour mettre une pression sur les gens pour qu'ils continuent à avoir une bonne attitude. Et tout ça passe comme si de rien n'était. Mais c'est de nos libertés dont il s'agit, enfin juste en passant quoi. C'est-à-dire, peut-être qu'on s'en fout de nos libertés, mais personnellement moi non. mais cela m'inquiète. Voilà. Donc, et en fait, ce livre, et on peut continuer la liste. L'abandon de notre industrie, la vente à la découpe, ce qui s'est passé avec Alstom, enfin, la liste est très très longue de tout ça. Moi, ce qui m'inquiète dans cette histoire de cet État qui a abandonné, qui s'est banalisé, qui a effectivement renoncé à des attributs de puissance, c'est les effets que ça produit sur le corps social. C'est les effets que cela produit en termes d'activité, en termes de cohésion sociale. Et aujourd'hui, pour reprendre une expression d'Emmanuel Todd, politiquement, nous sommes dans la grande comédie. C'est-à-dire que, en réalité, où on passe son temps à se poser la question, par exemple, est-ce que M. Barouin a envie de se présenter ou pas? Vous voyez, on se dit, tiens, c'est un moment divertissant. Alors, si encore il était amusant, M. Barouin, on pourrait dire, il y a un moment d'humour, mais il n'y en a pas. Et donc, et voilà sur quoi on discute. Ah là là, alors qui est à droite et tout. Mais comme le cadre que l'on a créé est celui-là, c'est-à-dire de l'impuissance, ben, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tous les gouvernements vont continuer à faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire, eh bien, agir sur la fiscalité en créant des usines à gaz type CICE, alors regardez par exemple, encore un autre truc technique,
ou en faisant porter la dette Covid à travers, alors là on va rentrer dans la technique, c'est casse-pied, je le sais bien, c'est-à-dire la CADES, c'est donc cette caisse, comment dire, qui est censée, pour faire simple, s'occuper du remboursement de la dette sociale, donc on va faire payer à la sécurité sociale la dette Covid à travers ce système de la CADES, on pourra en parler dans la discussion si vous voulez, et ça va encore un peu plus affaiblir la protection sociale, alors qu'il y avait une note de l'adresse là qui vient de tomber, qui vient de dire que la protection sociale, malgré tout ce qui s'est passé ces dernières années, et tout ce qu'on lui a fait subir, en la rendant responsable de plein de choses, c'est grâce à elle que les inégalités se réduisent, que la pauvreté est moins intense, qu'il y a une meilleure distribution autre. Mais si elle n'avait pas été là, cette protection sociale, aussi malmenée fut-elle, la puissance des politiques déflationnistes qui ont été conduites par l'État en France depuis 1983 aurait été dramatique. Donc, et c'est là le discours libéral qui me rend fou. Mais bon, non, monsieur, mais qu'est-ce que vous racontez? Les dépenses publiques rapportées au PIB, vous avez vu la somme que ça représente? Les prélèvements obligatoires. Mais l'essentiel de la dépense publique, c'est quoi? C'est de la dépense sociale. Donc, c'est pas ça qui redonne véritablement la puissance d'action à l'État sur la politique industrielle, sur la politique commerciale ou autre. Ça réduit les inégalités, ça renforce le revenu, ça amortit les effets d'une crise, mais c'est pas là que s'organise la puissance. Ça permet de quelque chose. Alors, je reprenais les travaux d'un économiste très intéressant et d'un sociologue, là, Jonah Levy, qui expliquait que c'est l'État anesthésiant, qui anesthésie, c'est-à-dire pour rendre ces mutations moins brutales en mobilisant des dispositifs sociaux. Mais bien heureusement qu'elle est là, parce que la désinflation compétitive, ça a été un transfert de richesse du débiteur au créancier qui a été spectaculaire. Entre 83 et 92, la part des salaires dans la valeur ajoutée, elle a reculé de 10 points. Il faut bien garder ça à l'esprit. Donc, si l'État social n'avait pas été là pour amortir les effets, voilà. Et cet État social qui a été rendu en plus responsable, parce qu'on a dit, dans les années 70-80, quand la crise est arrivée, on a dit c'est la crise qui malmène la protection sociale. À partir du discours libéral des années 90-2000, c'est la protection sociale qui est responsable de la crise. Hop, un petit renversement, comme si de rien n'était. Évidemment. Donc, moi, ce qui m'inquiète, alors là, je balaye à grands traits mon livre, mais c'est une inquiétude. Voilà, parce que je ne vois rien dans le paysage politique qui, en tout cas des forces politiques qui éventuellement pourraient exercer le pouvoir, qui reviendraient là-dessus. Parce que tout ce qu'on a à récupérer, c'est considérable. Repenser la nationalisation, récupérer la monnaie, récupérer la politique commerciale, récupérer une action sur le taux d'intérêt et le taux de change. Tout ce qu'on a à récupérer, c'est énorme. C'est énorme. Et comme on n'arrête pas de se dépouiller, c'est ce qui est en train de se passer, que je citais en introduction, que va-t-il rester à la fin? C'est ça qui m'inquiète. J'ai décidé d'être vraiment sombre ce soir, c'est bien. Déjà, on n'est pas très nombreux, heureusement, parce que sinon j'aurais déprimé davantage de gens. Donc, c'est parfait. Je limite la casse. Mais voilà ce que j'ai voulu montrer dans ce livre. Je consacre évidemment de longs passages au service public, avec vraiment... en fait, si vous voulez aussi un livre, ça donne à lire et ça donne à voir. J'ai voulu citer des tas de travaux qui ont compté pour moi et que je me suis dit, si ça peut donner envie de les lire, et je me suis dit, à la bonne heure, il faut toujours être reconnaissant de ceux qui nous ont aidés à bien réfléchir. Et là, sur le service public, il y a des travaux formidables de quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la Poste, entre autres, qui est Nadège Vézina. Et Nadège Vézina, je vous cite ça parce que c'est son travail, que j'ai beaucoup lu ses livres, ce qu'elle a fait sur la Poste, sur les services publics. C'est vraiment un travail très très intéressant que fait cette femme. Et elle décrit, je dis dans mon livre, le mécanisme en 7 étapes qui conduit à la dégradation et l'abandon progressif des services publics. C'est remarquable. Exigence de rentabilité insoutenable dans les faits au regard des missions de service public. Abandon progressif de l'entretien des infrastructures. Ah, la SNCF, c'est génial. Dégradation de la qualité du service rendu, consécutif aux 2 premières étapes. Justification par ce service dégradé d'une ouverture à la concurrence, qui ménage ainsi une transition afin d'éviter les oppositions frontales à une privatisation. Détournement des usagers du service public, dégradé ou dilualisation des services,
vous savez très bien, vous avez des sous, vous prenez SNCF dans les principales gares, vous avez moins de sous, vous finissez à Marne-la-Vallée, et vous êtes un prolétaire, vous prenez le bus. Bien. Et enfin, rupture d'égalité des usagers devant le service entraînant une nouvelle exigence de rentabilité qui, de moyens, devient fin en soi. La privatisation devient alors acceptable, la boucle est bouclée. Là, la démonstration que fait Vézina, moi ces travaux je les connais très bien, c'est remarquable. Et ça marche super, donc en plus. Donc voilà, donc, pour vous dire, comment dire les choses, c'est ce que je voulais surtout montrer. Alors je n'ai pas évoqué ici, peut-être dans la discussion, aussi maintenant l'importance de la fiscalité, hein, qui est devenue aussi le nouveau terrain de la lutte des classes. Et c'est en fait, quand j'ai fait ce livre, je pensais à tout ça, et puis ça fait des années que je lis toute une littérature que je trouvais passionnante, et je me suis dit, tout ça m'avait éclairé, et je voudrais en faire un propos à peu près cohérent. Et des choses très très différentes, et pas économiques. Je pense par exemple à des travaux qui ont été faits sur la réforme de l'État et de l'administration, qui était une thèse plutôt juridique, enfin, sociologie, entre le droit et la sociologie, qui est la thèse extraordinaire de Philippe Bézès, qu'on trouve dans la collection PUF Lien Social, effectivement, sur une réflexion sur toutes les réformes que l'État a pu conduire. C'est un gros pavé, hein, c'est sa thèse en quelque sorte. Et tout ça a été dans ma tête, les travaux de Vézina, de Bézès, tout ce que j'avais lu, que ce soit en sociologie, que ce soit du droit et autres, et de me dire, tout ça me conduisait à l'idée, finalement, de cette chose que j'ai appelée fake state. Alors pourquoi j'ai appelé ça fake state? Parce que bon, à la fois, je me suis dit, ça sonne bien, c'est dans l'air du temps, ça c'est ce qu'on appelle une facilité, une vanité, comme fake news. Et puis je me suis dit, j'ai une petite pensée pour quelqu'un que j'aime beaucoup et qui m'a fait à la fois beaucoup réfléchir et qui a beaucoup d'humour et qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est Jean-Pierre Le Goff. Bon. Et quelqu'un que vraiment dans les travaux sont très importants pour moi. Vraiment, je dois beaucoup à Jean-Pierre Le Goff. Vraiment, énormément. Il m'a fait découvrir plein de choses. Et il a une expression que j'adore, qui est de lui, pour désigner un peu la langue de bois moderne. Lui, il n'appelle pas sa langue de bois, il dit la langue de caoutchouc. Il dit ça, Jean-Pierre. Et donc, je me suis dit, fake state, ça illustre bien, en plus, dans ces termes macroniens où tout le monde doit utiliser Startup Nation, etc. C'est une manière un peu ironique d'utiliser aussi un peu l'anglais en disant, voilà, c'est une manière de dire. J'aurais pu faire l'état bidon, mais je trouvais que c'était pas mal. Alors, je voulais remettre du français en dessous, hein, parce que pour qu'on sache où on s'en va, quand même. Hein, je veux dire qu'on sache quelle était la direction du livre. Mais voilà, ce que je souhaitais surtout montrer, alors de manière générale, c'était vraiment pour moi l'essentiel, c'était de montrer que tout ça a été bien pensé, réfléchi, et je reviens un instant sur cette protection sociale, et je disais, vraiment c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. 92, on dit oui du bout des lèvres à Maastricht, pas moi, hein. Et que les choses soient bien claires. Et en 93, qu'est-ce qu'on fait? On fait la première réforme des retraites avec la loi Balladur. Les deux sont corrects. Parce qu'à partir du moment où on demande de contenir la dépense publique, et comme la dépense publique est essentiellement sociale, et comme à l'intérieur de la dépense sociale, les plus importants, c'est retraite et maladie, donc forcément, boum, c'était le début de ça. Et là, vraiment, la corrélation entre... Alors on va dire, oui, mais... Alors ça, c'est le discours libéral. Oui, mais le social, ça appartient pas à l'Europe, alors qu'est-ce que vous racontez? Je sais très bien, je connais cet argument. Mais non, même si ce n'est pas contraint, la plupart des États européens, au même moment, que ce soit l'Italie, l'Espagne, la France, en matière de retraite, en matière du marché du travail, ont pris les mêmes orientations. Et tout ça aussi a été remarquablement fait par quelque chose qui s'appelle la gauche, hein, et qui a oublié les travailleurs, pour ne pas dire a trahi les travailleurs. Et le plus terrible, c'est que ce fake state, vraiment, le rôle qu'a pu jouer dans cette affaire le PS, les forces de gauche, là on a ressorti Lionel Jospin qu'on n'avait plus vu depuis un moment, eh bien, si vous voulez, alors là tout le monde se dit, tiens, quand il n'y a plus personne au PS, on va trouver le sage, hein,
on va dire, tiens, sortons Lionel Jospin pour l'occasion, qui avait théorisé le fake state au moment de Vilvoorde, quand il avait dit que on ne peut pas tout demander à l'État. Voilà. Mon projet n'est pas socialiste. Et au moins, il disait la vérité. Au moins, c'était le mérite de la clarté. Hein, mais, comme effectivement, ce qui vient après apparaît assez médiocre, bon, on se dit, il y a encore Lionel Jospin. Bien. Donc, voilà. Donc, c'est pourquoi ce livre, je ne vous cacherai pas pour terminer, je l'écris avec beaucoup de colère. Je vais essayer de l'endiguer, mais était présent dans mon propos. Parce que si ça n'avait pas eu de conséquences sur l'emploi, sur notre situation sanitaire, sur ce que nous vivons aujourd'hui, qu'on est obligé là, de vivre dans une société étrange, bien je l'aurais écrit avec plus de détente. Mais en fait, j'arrive pas. Donc je suis toujours en colère. En fait. Voilà. Donc, pour vous dire les choses. Et là, quand je vois ces 3 événements que je vous évoquais, c'est la même chose. Hein. Ça nourrit. Et je crois que je vais faire une suite, en fait, une chronique, jour après jour de fake state. Et ce qui est bien, parce qu'avec l'actuel gouvernement, on en produit tous les jours un peu plus. C'est ce qui est bien. Et avec la crainte de les voir encore quelques années. J'espère pas trop longtemps non plus. Mais bon, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire à grands traits sur l'entreprise qui était la mienne dans cet ouvrage. Bon, voilà, j'ai pas tout évoqué, hein, parce que sinon après vous avez pu vouloir le lire, je suis très embêté. Donc il faut quand même que je ne perde pas le nord, hein, j'encourage à sa lecture. Mais voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Après on va discuter, je suis prêt à rentrer dans les détails de bien d'autres choses, mais là c'était juste quelques éléments. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci Frédéric. Bien, donc le débat est ouvert, comme d'habitude, je vous en prie. Je t'en prie. Voilà. J'enlève mon masque et je commence. Oui, enlève ton masque, tu as raison. Il faut enlever ton masque. Là, vous avez merveilleusement expliqué, je suis en train de lire le livre, mais je ne l'ai pas fini, comment s'est construit le fake state et surtout, qu'est-ce qui lui permet de se dissimuler finalement. Donc il y a bien sûr le vieil outil, la lampe de bois. Il y a cette complexité, vous l'avez dit aussi, qui fait qu'il est très difficile pour le grand public, même pour le citoyen relativement bien informé, de comprendre tous les rouages qui permettent à l'État de perdre ses moyens, de s'appauvrir, de servir le privé, non plus le public. Ma question, c'était finalement de savoir à partir de quand on pouvait envisager une réaction à ça. C'est-à-dire que là, on est dans une époque, vous avez commencé d'ailleurs par ça, où le nombre aussi de fake news pour maquiller le fake state se multiplie, parce que la réalité devient tellement éloignée du discours que la séparation est totale. Est-ce qu'on est complètement anesthésié, ou est-ce que vous avez quand même l'espoir qu'on est près d'un réveil démocratique parce que justement la situation est intenable? Alors, en fait, je me souviens en 1994, dans un papier du Monde, c'était un édito du Monde, où je trouve cette phrase, plus souvent du Monde, hein, je veux dire, c'est pas plus... Bon, où c'était un peu avant 95, où dans cet édito, il dit, et cette phrase m'est restée 26 ans après, où il dit le baril de poudre est plein, mais la mèche est mouillée. Bon. Et pourquoi je refais référence à ça? Parce qu'il y a eu différents épisodes qui nous ont laissé croire un sursaut. Alors, je garde un souvenir ému de 1995, et je m'étais dit, je me souviens en plus du contexte de l'époque, il y avait, peu importe ce qu'on pense de lui, on peut aimer, pas aimer, puis on peut apprécier, pas apprécier, c'est pas grave, l'idée qu'il y aurait des grands agents un peu sociaux, des mouvements sociaux à travers l'Europe, puis un produit, c'était cette idée. Alors,
ne s'agit pas ni de faire la gloire à Pierre Bourdieu, ni d'en faire le procès, mais pour un peu avoir un peu le contexte pour répondre à la question. Quelque temps après, en 98, je me souviens, je m'y suis trouvé, c'était le lancement d'Attaque, je me souviens à l'époque, et c'était un théâtre où je suis allé, on devait être peu nombreux, et finalement il y avait beaucoup de monde, et il y avait une espèce d'espérance, peu importe après ce qu'on peut penser d'Attaque, les différents gens qui étaient dedans, Cassin, Ignacio Ramonet, peu importe, Bernard Cassel, etc., peu importe ce qu'il y avait dedans, mais il y avait encore une fois cette idée, tiens, et je me souviens, il y avait une espèce de romantisme un peu révolutionnaire qui revenait avec les forums altermondialistes. À l'époque, vous savez, il y avait le commandant Marcos, enfin, vous vous rappelez, le sous-commandant Marcos, vous vous rappelez tout cet épisode. Il ne s'agit pas de donner forcément du crédit à ces gens, mais il y avait autour de ça une espèce d'espérance, peut-être qui ne concernait pas des millions de gens, mais c'était dans l'air du temps. C'est-à-dire, tiens, voilà, je me souviens du manifeste des économistes contre la pensée unique au milieu des années 90 avec cet économiste qui ensuite a fait une belle carrière au PS, Lee Mong-nok, qui était là, qui est tout à fait intéressant par ailleurs, c'est pas ça. Et à chaque fois, on a l'impression que quelque chose allait démarrer. Et ça retombe. Après, il y a aussi ce que j'appelle les moments volés, c'est-à-dire en 2005, on se mobilise tous, on dit non, on veut pas ce truc, on se dit on s'en fout de ce que tu racontes, ce sera oui, bon, d'accord, très bien. Et à chaque fois, il y a des choses qui émergent. Et on se dit, tiens, qu'est-ce qui va ressortir de ça? Alors parfois, il y a des choses un peu étranges et qui font un peu souffler au four, quoi, qui retombent. Je me souviens, par exemple, ça a beaucoup agité dans une certaine partie du monde politique et intellectuel, Nuit debout. Alors, voilà, il y a eu ça, on a dit, bon, ça intéressait des gens, on a dit c'est intéressant, c'est une nouvelle forme de participation, il y avait certaines figures qui étaient là pour soutenir, bon, c'est retombé. Après, on peut regretter, on peut trouver ça dommage, il y avait des choses à prendre. Moi, je ne jette pas la pierre, je fais une espèce de cartographie, je constate, etc. Et comme ça me permet de voir que le temps passe, et que moi aussi, je prends des années au passage, eh bien, et là, qu'est-ce qu'on voit dans la période récente? Quelque chose qui sort un peu de nulle part, les Gilets jaunes. Alors, il y a toute une sociologie, genre, je fais un chapitre sur les Gilets jaunes, et autres, bon. Le pouvoir, pour la première fois, tremble, ou tremblote, ou tremblouille, je ne sais pas ce qu'il faut dire, en décembre. Et là, il fait un grand moment de fake state. Super. Alors, une fausse relance, qui en gros revient à remettre les pouvoirs d'achat à ceux qu'on avait piqué le pouvoir d'achat. Et ensuite, on fait un grand moment de communication fake state, le grand débat. C'est-à-dire en avant pour le creux. Et, voilà. Et étonnamment, même si le mouvement des Gilets jaunes n'a pas disparu, qu'est-ce qu'on voit encore du fait de la crise sanitaire, du fait de la répression ultra brutale à l'égard des Gilets jaunes, qui avaient le choix entre perdre la vue ou être en garde à vue. Donc, c'est un peu les deux, je le dis dans mon livre, c'est la formule que j'emploie. Eh bien, le mouvement a du mal à s'incarner, a du mal à trouver des figures qui le représentent, il y a des gens qui émergent, qui disparaissent, c'est flou, etc. Et nous revoilà dans une situation, je ne dis pas que les Gilets jaunes ont disparu, mais du fait de la crise sanitaire, et en plus on joue sur l'urgence, la peur, et c'est extraordinaire ce qui se passe. On ne se rassemble plus, on ne se rassemble pas, c'est formidable. C'est fou comme la crise sanitaire, et je ne suis pas complotiste pour un sou, mais c'est fou comme ça sert. Et là aujourd'hui je me dis, il y a... tout est créé dans l'espace public pour au contraire fabriquer de la division, avec évidemment des thématiques qui étouffent, moi, les questions qui m'intéressent, c'est-à-dire la question sociale, qui a une première expression dans les années 1840 du 19e siècle, et ensuite qui s'est déclinée de différentes façons à travers le temps. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport travail-capital, la question de la redistribution, de la répartition, etc. Et aujourd'hui, il y a un déplacement du débat, et ce avec les médias, surtout de la question identitaire. Voilà. En créant des clivages, des oppositions, des affrontements. Alors je ne dis pas que cette question n'a pas d'intérêt, qu'il ne faut pas en parler, que c'est nul, que je ne sais pas quoi, etc. Mais en fait, des ferments de division sont d'ici de là posés,
qui fait que, d'une certaine façon, eh bien, on ne peut pas regarder dans la direction de ce que j'appelle le fake state en disant ben non, ne nous trompons pas de combat, ne nous trompons pas de question. C'est la question centrale, c'est effectivement celle de la question de service public, de la vitalité de nos territoires, de la possibilité pour les jeunes d'avoir accès à un emploi, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, ce qui m'inquiète, et ça m'embête d'être dans cette situation-là, parce que j'ai envie de ne pas céder trop vite à une forme de désespoir. J'essaye de tenir, là. Je ne voudrais pas que ce soit la rencontre avec quelqu'un qui déprime. Mais j'ai du mal à avoir aujourd'hui, à part des épisodes peut-être de colère, peut-être des épisodes de contestation de plus en plus vives, quelque chose qui pourrait s'incarner dans quelque chose de suffisamment fédérateur, un récit commun qui puisse conduire à une incarnation dans un mouvement, à quelque chose qui permettrait de sortir de ça. J'ai trop peur qu'on se retrouve, comme disait Fourquet, l'archipel français, qu'on se retrouve en termes de contestation dans une espèce aussi d'archipel, avec la difficulté d'unifier tout ça. Et permettant ainsi au fake state de continuer avec des vieilles ficelles du type, en 2022, encore une fois, c'est moi le chaos, quoi. Pour la 130e fois et le 150e millième épisode sur la question. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand j'ai fait ce panorama de 95 aujourd'hui, j'ai l'impression que, et même les modalités d'action syndicale habituelles sont épuisées, c'est-à-dire ça manifeste, bon, on a vu avec les retraites, le retrait de Fillon, ainsi de suite, on a vu avec les dernières retraites version Philippe et compagnie, même si le projet n'a pas abouti. Donc je suis inquiet, en fait. Je n'arrive pas à voir de force qui se constitue suffisamment forte, suffisamment fédératrice, incarnée dans un projet, dans un individu ou autre, pour pouvoir mettre en échec ce fake state. Donc voilà, donc j'avoue un certain pessimisme. Je suis un peu embêté de dire ça. Je ne voudrais pas ajouter à la morosité ambiante. Voilà. Je dirais bien quelque chose avant de repasser la parole par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant là. C'est vrai qu'il y a eu deux facteurs négatifs qui ont empêché, même si on met à l'écart les partis politiques, le jeu des partis, et notamment l'échec de Chevènement en 2002 que nous avons vécu très, très directement, il y a eu deux autres facteurs. L'un, vous l'avez signalé, c'est l'incapacité du syndicalisme, je pense à la CGT, à FO, bien sûr, pas à la CFDT, du syndicalisme à avoir une attitude offensive. Ils sont réactifs, défensifs et toujours prompts à la négociation, parce qu'ils ne veulent pas d'affrontement général comme ça peut être théorisé dans le mouvement syndical au début du XXe siècle et même après. Le deuxième facteur, c'est l'influence toujours négative du gauchisme, c'est-à-dire essentiellement de la LCR, du LPA. Je ne dirais pas de tous les trotskistes, puisque certains trotskistes dénoncent cette évolution, nous les connaissons bien, mais qui a fait échouer Attac, c'est bien une fraction du gauchisme, et notamment la Ligue communiste, avec son côté profondément antinational. On a vécu également ces événements-là. Chaque fois, même chose, c'est le début de l'islamo-gauchisme. Il est à la réunion altermondialiste de Londres, en je ne sais plus quelle année. C'est là qu'on commence à embrayer sur ce genre de trucs, femmes voilées, etc., soutien aux femmes voilées, et avec l'évolution qu'on connaît jusqu'à nos jours et qui est incarnée par Mediapart. Donc chaque fois qu'il y a eu des mouvements sociaux de grande ampleur, il y a eu ou bien l'agitation gauchiste de type LCR, LPA, ou bien maintenant le Black Bloc
tous ces phénomènes qui dérivent les mouvements et qui conduisent à des impasses. Bon, mais il faudrait que quelqu'un fasse l'autre aspect de Fact State, c'est-à-dire la résistance à ça. Parce que depuis 1983, il y a eu une résistance constante à ça, qui a toujours échoué sur le plan politique. Oui, Chevènement, à partir de 1983, dénonce ce qui se passe, l'austérité, et propose l'autre politique. Bien sûr. Et ensuite, continue. Donc, il y a eu ce type de résistance, et il y a eu surtout une résistance, disons, intellectuelle, Bien sûr. qui s'est considérablement développée en réaction à ça, dont nous avons été un royaliste au mercredi de l'Alnar, les témoins et un peu les acteurs. C'est-à-dire que des courants économiques keynésiens, néo-keynésiens, etc., se sont constitués fortement, parfois à partir de peu de choses. Au début, c'était, je me souviens d'un colloque où il y avait 12 personnes dans une salle des fêtes d'un lycée du 11e arrondissement, mais c'était quasiment clandestin. Un certain nombre de profs d'économie s'étaient réunis pour parler de Keynes. Bon, il y avait les Pérouxiens, etc. Et il y a eu, en fait, et il y a quand même une production de livres, de textes que vous connaissez par cœur, etc., qui est considérable, qui fait qu'il y a vraiment une contre-offensive au libéralisme économique, avec ce que vous dites dans votre livre, c'est-à-dire que tous ceux qui participent à cette contre-offensive ont à peu près les mêmes solutions. Bon. Que ce soit en économie, que ce soit sur le plan de la protection sociale, en demandant qu'il y ait un gouvernement qui puisse assumer ça. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas justement à transcrire en termes de partis politiques, puis en termes de gouvernement, ce que nous avons et vous avez théorisé et mis en forme de proposition, parce qu'il y a quasiment un programme qui est prêt, hein, et depuis fort longtemps. Et à chaque crise, à chaque défaite, ce programme se précise, et on sait très bien ce qu'il faut changer dans l'État. Hein. Il y a la direction du Trésor, il y a un certain nombre de points clés qu'il faut faire sauter, où il faut remplacer les gens tout de suite, pour justement pouvoir embrayer une autre politique et casser les logiques administratives, bureaucratiques, qui empêchent de passer à autre chose. Donc la situation n'est pas désespérée, dans la mesure où le travail de réflexion est considérable. D'ailleurs, il est considérable également dans l'ordre de la philosophie politique, de la sociologie, etc. Là encore, depuis 40 ans, au mercredi de l'Alnar, on en est les témoins. Mais il n'y a pas, le passage à l'acte ne se produit pas, parce qu'il y a encore de vieilles structures militantes, que j'ai nommées tout à l'heure, qui font un travail parfaitement négatif, de destruction de ces mouvements qui pourraient se développer, ou qui auraient pu se développer à différentes, en 1995, en 2006 avec le CPE, en 2010 avec la première réforme des retraites, et puis plus tard avec les Gilets jaunes ou les grèves de début 2020. Voilà, alors je vais juste faire une réaction à votre propos et puis on va poursuivre le débat. Oui, alors je suis entièrement d'accord sur l'idée qu'il y a un dynamisme intellectuel, l'option politique, bien sûr, tout ça, il y a une production intellectuelle énorme, je suis tout à fait d'accord. Il y avait aussi, souvenons-nous, avant que les choses changent chez lui, ce discours inoubliable de Philippe Séguin à l'Assemblée nationale. Après, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais en tout cas, dans ces débuts des années 90, c'était remarquable. Le point sur lequel j'ai insisté, je suis tout à fait d'accord, c'est qu'en fait, comment tout ça qui est là peut
effectivement, vous avez raison de dire sur cette influence du gauchisme, peut demain s'incarner, se traduire dans un mouvement, dans une force politique qui est capable de s'emparer de l'appareil d'État. Voilà. Et qui est capable de pouvoir exercer le pouvoir pleinement. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a en tout cas les hommes et les femmes nécessaires pour penser, pour réfléchir la situation, et ça fait depuis de très très nombreuses années. Peut-être que mon amertume vient effectivement, vous l'avez dit, vous avez évoqué plusieurs fois, les défaites. Et j'avoue que peut-être c'est un manque de courage ou d'espérance, j'en sais rien, mais voilà, pas de lassitude, mais on aimerait bien que ça s'arrête, quoi. Pour le dire un peu platement. Ouais, ce qui a changé, enfin, de notre point de vue, hein, ce qui a changé depuis 40 ans, c'est qu'on n'attend plus rien de ce qui se passe dans l'État en tant que tel, des forces politiques. Pendant toute une période des années Mitterrand, on a espéré que le courant Chevènement, que des gens comme Bianco, qui ont fait après bien d'autres choses, représenteraient une alternative à la deuxième gauche, puisque le combat a été entre première gauche et deuxième gauche, et qu'il y aurait effectivement qu'on n'en resterait pas là, que tout ça serait une parenthèse et qu'on allait reprendre autre chose. Et puis ça ne s'est pas passé. Il est vrai que il y a quelque chose qu'on constate, qui est très difficile à comprendre, c'est ce que vous dites bien, c'est cette volonté d'impuissance. Oui. Je me souviens, j'ai vu Fabius, qui était Premier ministre en août 84, et il m'a dit, bon, de toute façon, il y a 3 pouvoirs contre lesquels on ne peut rien: l'administration, les médias et le pouvoir scientifique. Quelque temps après, c'était l'affaire du sida, d'ailleurs, oui, qui lui a coûté très très cher. Mais c'était déjà, vous voyez, d'ailleurs, c'est pas faux. Non, mais ça reste vrai. Non, je veux dire, reconnaissons à Fabius. Le pouvoir d'empêchement de l'administration, de la bureaucratie, est attesté depuis très très longtemps. Même chose, le pouvoir scientifique, le politique est nécessairement complètement muet parce qu'il n'y comprend rien et il ne peut pas comprendre quoi que ce soit. Donc il faut faire des choix très très compliqués. Et les médias, Fabius voyait bien que la montée en puissance des médias, qui était quelque chose d'assez nouveau, et qu'on a vu après. Et donc, alors il voyait bien ce qui se passait, mais il n'avait aucune force pour. Jamais il m'a dit, bon, ben, de toute façon, on veut un certain nombre de choses et on va y aller. Jamais. Et les autres, c'était la même chose. Oui, mais ça remonte tout le temps, cette réforme remonte tout le temps, alors on a fini par accepter. Bon, pourquoi, on ne sait pas. On a entendu des conseillers de cabinet nous dire ça. On a fini par accepter. Oui, c'est pas très bon, mais ils demandaient. Ça venait comme ça remontait tout le temps. Alors, la pression. Voilà, mais c'est très très intéressant. De fatalité, et c'est vrai que Mitterrand a aidé effectivement à laisser. D'abord parce qu'il ne comprenait pas grand-chose à l'économie, c'est vrai. C'est un homme de la Troisième République pour ça. C'est un enfant des facultés de droit de la Troisième République. Donc, quand Delors lui disait les questions vides, il s'appelait, quoi. Vous voyez. Et il a laissé filer tout ça, tout en haïssant Rocard et les autres. Hein, bon. Donc, mais on espérait, et puis après, il y a un moment où on n'a plus du tout espéré. Dans les courants, dans les tendances, les factions, ça a été après 2002, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et non, mais vous avez raison de dire tout ça, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que mon propos, effectivement, il est indexé là-dessus, c'est-à-dire une absence d'espérance sur des courants politiques ou sur des forces politiques, c'est-à-dire et même le dire pour moi, mais ça m'attriste parce que vu la place que j'accorde pour moi
Je veux dire, pour moi, il ne s'agit pas de vomir les partis politiques, au contraire. Je veux dire, les partis politiques, quand ils jouent vraiment leur rôle, c'est un lieu d'élaboration de pensée, c'est un lieu de formation intellectuelle, ça peut être un vrai lieu de vitalité. C'est pas forcément... Et c'est ça qui m'attriste, et je crois que ma réponse, elle est énormément commandée par ça, parce que me dire, j'aurais aimé effectivement qu'il y ait des partis politiques, que ce soit des lieux d'élaboration de pensée, de formation réelle. Parce que pour moi, la forme partitaire, la forme parti politique, ça ne me paraît pas une forme à jeter par la fenêtre, horrible, épouvantable, détestable. Je sais pas, c'est affreux, parti, c'est épouvantable, il faut pas. Non! C'est qu'on n'y produit plus grand-chose, ni comme idée, ni comme quoi que ce soit. Donc c'est ça qui m'attriste. Après, je suis tout à fait d'accord sur ce que vous venez de dire, sur toutes ces années. Et en même temps, quand vous les énoncez, ça... Je sais pas, c'est peut-être mon humeur du soir, il y a une espèce de nostalgie qui soudain me saisit, je ne sais pas ce qui m'arrive, peut-être en ce moment je me sens nostalgique, mais peut-être, voilà, il y a peut-être une rencontre entre les deux, voilà, entre la politique, la nostalgie, etc. Donc voilà, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, vous avez raison de le dire, je ne voulais pas les oublier parce qu'il y a eu de très très belles... Je me souviens d'un livre vraiment qui a beaucoup compté, puisqu'on parle de choses intellectuelles et on revient un peu en arrière. Et en plus de quelqu'un qui était aussi très ambigu vis-à-vis de tout ça et qui a beaucoup compté dans ma réflexion, c'était le livre de Jean-Paul Fitoussi en 1995, Le débat interdit. Ce livre, alors Fitoussi en plus il était ambigu vis-à-vis de la monnaie unique, alors maintenant il se repentit sans le dire, il avait dit, bon à l'époque il était très critique de la manière dont l'Europe fonctionnait, mais en même temps, il pensait que la monnaie unique allait ouvrir sur autre chose, qu'on n'allait plus se servir de la contrainte des taux d'intérêt, de la contrainte extérieure pour faire autre chose. Bon, il s'est un peu planté, mais relire le débat interdit, je trouve que ça n'a pas vieilli. C'est extrêmement intéressant, ce bouquin-là. Et là, il vient d'en sortir un, Fitoussi. Alors bon, maintenant, il n'est plus dans le décor depuis un moment, il vit en Italie. Il est moins présent, mais dans les années 90, il avait beaucoup de poids. Il était un peu comme aujourd'hui, la Piketty prend beaucoup de place. Dans les années 90, celui qui prenait beaucoup de place dans le débat économique, c'était Fitoussi à l'époque. J'avoue qu'il m'a beaucoup marqué, je l'avais comme prof à Sciences Po. Et le débat interdit, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant à relire. Voilà, ça c'est un bouquin de l'époque. Et qui était assez proche de Rosan Vallon, parce qu'en 96, je me souviens, il sort un bouquin, alors c'est ça qui m'a amusé, c'est en 96, il sort un livre qui s'appelle Le Nouvel Âge des Inégalités. Et je me souviens, en 96, tout le débat, on a dit les inégalités sont de retour, les inégalités sont de retour. Et je me souviens, après, quand Piketty a sorti son papier, on a fait les inégalités sont de retour, les inégalités sont de retour. Je me suis dit, mince, en 96, j'avais entendu les inégalités sont de retour. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un moment donné une amnésie collective, et je me souviens, les papiers qu'on faisait dans Le Monde, on les interviewait tous les deux, Rosan Vallon et Fitoussi, Le Nouvel Âge des Inégalités, etc. Et tout, c'était dans tous les coins. Et là, quand Piketty a sorti sa masse, sa somme, on a dit enfin, les inégalités sont au cœur du débat. Ah bon? Mais j'ai cru qu'en 96, je sais pas, j'avais vécu un rêve, c'était pas vrai. Et c'est marrant cette espèce d'amnésie. Et comme je me souviens de tous ces débats assez bien, je me suis dit c'est très étrange, même si Piketty abordait ça autrement que Fitoussi et Rosan Vallon, c'était pas la même perspective. Mais déjà à l'époque, il y avait cette sensation cette réflexion. Je vous en prie, Guillaume, alors. J'ai lu votre livre, intéressant. Encore plus désespéré, merci. Non, mais pas du tout, pas du tout. J'aurais jamais dû venir ce soir, en fait. Mais, vous en parlez pour votre livre, et puis c'est d'ailleurs le sujet de ce chapitre, puisque vous parlez justement de cette élite totale déconnexion de ce qui se passe réellement, qui n'a plus aucune notion de rien. Et en fait, tout simplement, est-ce que l'élite, comme dit Todd, il y a une crétinisation de cette élite, est-ce qu'il n'y a pas juste une américanisation extrême de cette élite, avec une vision court-termiste, sans aucune notion d'histoire, d'économie? Ils n'ont pas compris que l'État était là avant la nation en France, ils n'ont pas compris comment marchait l'économie, c'est ce qu'ils donnent à laisser paraître. Est-ce qu'il n'y a pas toute justement une américanisation, peut-être au sein, à cause de l'Union européenne, cette vision très mondialisée, il faut être le plus flexible possible, il faut que tout soit
au niveau, il faut qu'on se mette au même niveau que les Chinois ou les Américains, pas du tout ni la même économie, ni le même système de fonctionnement. Est-ce que tout simplement, c'est pas juste une crétinisation très poussée, en fait, avec une. L'administration lancerait cet effet? Alors, pour répondre, je dirais. Alors, je vais revenir un petit peu sur plusieurs choses, en essayant de les rendre cohérents. Alors, je reviens, encore une fois, avec un peu Jean-Pierre Le Goff, qui est très, très intéressant là-dessus, parce qu'il montre dans beaucoup de textes, de papiers ou autres, que chez les élites, il y a toute une culture historique qui s'était un peu effritée, qui a un peu disparu ou qui est moins présente. Et on voit bien la part de l'histoire, de l'enseignement de l'histoire, ou même, on pourrait dire, mais je me souviens, à Sciences Po, il y avait le 19e et il y avait le 20e siècle. On a l'impression qu'avant, il n'y a pas. C'est très étrange. Et j'ai été nourri à ce lait-là aussi. C'est-à-dire, on a l'impression que, et même, j'ai beaucoup de sympathie, je me souviens, parce que je le voyais circuler à la CNSP, René Raymond. Non, c'est vrai, j'étais là. Et dans les livres qu'il fallait lire de René Raymond, bon, alors, le premier volume, ça a commencé alors, c'était pas le 19e, hein, ça a commencé en 1750, mais avant 1750, bon, faut croire qu'il n'y avait rien. Donc, okay. Et ensuite, on se payait les deux sur le 19e et le 20e. J'ai lu, je crois que je les connais presque par cœur. J'ai dû les ficher, les reficher, etc., dans tous les sens, comme les Bernstein et Milza, que je connais de la cave au premier. Je n'ai pas pu y échapper, comme tout le monde. Et ceux de Michel Vinocq également. Mais, en effet, on peut se dire que, si on reprend la proposition de Le Goff, que un rapport à l'histoire, ou peut-être même à une certaine littérature, je lisais un papier récemment des jurys de l'ENA qui s'inquiétaient du niveau des candidats. Je ne sais pas si vous avez vu ce papier circuler en disant qu'ils étaient absolument effrayés. Et je pense qu'au-delà du caractère anecdotique, des bourdes, ou je ne sais pas, je pense que c'est peut-être assez significatif. Je ne sais pas si une crétinisation, peut-être, alors moi j'ai pas oui, j'ai pas la surface de Todd pour me permettre de dire ça. Donc, parce que faut que, je veux dire, être Todd pour s'autoriser à dire ça, je peux pas. Je veux dire, peut-être dans 20 ans, j'arriverai à dire ça et puis on me dira, mais bravo, etc. Mais j'ai pas cette ampleur, cette surface pour pouvoir l'affirmer. Mais enfin, ce qui est certain, c'est peut-être, ça pose véritablement une question de la formation, rapport à l'histoire, ou ce que disait Le Goff, parce que j'ai été très très proche pendant des années de son club de réflexion politique autrement, je le dis. J'ai suivi beaucoup de séminaires là-bas, je l'ai beaucoup lu, enfin bon, donc j'avoue que je suis très influencé par ça. Et dans le fond, il montre quelque chose, je trouve que c'est intéressant, que de plus en plus, des éléments de commun entre les élites et toute une partie de la population tendent un peu à disparaître, à être moins présents, et qu'il y a une culture commune un peu entre les deux mondes qui est... il y a beaucoup de textes de Le Goff sur les gouvernés-gouvernants que je trouve très intéressants là-dessus. Donc je me dis, il y a un problème de formation. Il y a aussi de plus en plus une standardisation qu'on retrouve dans les écoles de commerce, même à Sciences Po, une manière de dire, de représenter, et qui fait que, comme s'il n'y avait qu'un seul imaginaire possible, il n'y avait qu'une seule type de représentation possible. Ça, c'est, à mon avis, assez net. Et preuve en est, voilà, aussi, on se plaint de la qualité des candidats. Et vous voyez bien, par exemple, pour moi, je ne veux pas tirer encore des conclusions, c'est des éléments que je livre. Je vois par exemple l'évolution des modalités de recrutement des individus à Sciences Po, qui sortent du lycée par exemple. Dans la dernière mouture, il n'y aura plus d'épreuve académique. C'est-à-dire, il n'y aura plus une épreuve d'histoire, il n'y aura plus une épreuve d'anglais, il n'y aura plus une épreuve d'économie ou quoi que ce soit. Il va falloir que l'individu mette en valeur, alors je vais employer un mot affreux, hein, ce qu'on appelle dans le langage des écoles de commerce des soft skills. Donc, qu'est-ce que c'est que cela? Je vous le dis. C'est en fait des
savoir-être. Non mais je suis très sérieux, enfin, c'est pas moi qui invente ça, hein, je veux dire, je ne mange pas de ce pain. C'est-à-dire que l'individu va devoir constituer un dossier, savoir se présenter et montrer ses motivations. Et le directeur Millon actuel de Sciences Po explique que bon, toute la part académique, bon, on peut faire confiance au lycée, aux bulletins, aux notes qui sont obtenues, etc. Et ensuite, quand ils vont se présenter devant nous, il faut qu'ils montrent leur capacité à paraître, à se montrer dynamique, défendre un projet, une idée, etc. Et aujourd'hui, vous avez des établissements privés à Paris qui, depuis les années 80, forment ou préparent les gens à entrer au concours, par exemple, des établissements comme IPSU, PrépaSU. Maintenant, pendant des années, ils ont préparé des légions entières de lycéens à rentrer à Sciences Po. Maintenant, ils ont pris acte de ça. Et là, quand vous allez dans ce genre d'endroit, parce que je connais plein de gens là-bas, eh bien, vous avez des cours de coaching, et vous voyez les élèves qui répètent tous en chœur « Oui, je crois que machin, je sais pas quoi », vous savez, tous ces trucs un peu à l'américaine, parce qu'en fait, Sciences Po attend ça. Vous voyez. Donc, et à un moment donné, j'avais assisté, parce que j'avais fait des interventions dans cette maison, parce qu'ils m'avaient demandé, et à un moment donné, j'entends une espèce de musique, je vois des élèves comme ça, de 17 ans, en train un peu de danser, de bouger, je me dis merde, que se passe-t-il ici et tout, et alors j'interroge la direction, je dis c'est étrange, vous organisez maintenant des cours de danse ici? Je dis merde, ils ont besoin de sous, je sais pas, ils font de la salsa bientôt. Je me suis dit, peut-être que ça a changé, je ne sais pas, on a besoin d'argent, par exemple, qui court, on fait tout, quoi. La guitare, flamenco, je sais pas. Il dit non, c'est avec une coach, c'est soft skills. Ah, d'accord, c'est soft skills. Et donc, en fait, c'est une espèce de truc psychologisant où l'individu doit savoir montrer des capacités, en quelque sorte se vendre ou se promouvoir, et ils estiment que c'est fini, les trucs académiques, comme maintenant il n'y a plus de série au lycée, c'est fini. Donc, c'est le lycée qui valuera ce qui est académique, et ensuite, on va essayer de voir la motivation du candidat, quand il se présente, comment il s'exprime. Et ça, c'est très présent dans les écoles de commerce, ça, soft skills. Hein, c'est quelque chose qu'il faut valoriser dans les écoles de commerce pour que demain, quand on veut être embauché, on sait savoir un peu vendre sa personnalité, montrer qu'on est de... Alors je me dis, tout ça, même quand l'épreuve de culture générale de Sciences Po, on pouvait dire qu'elle était en bois, c'était un peu dîner en ville, c'était peut-être pas très authentique. Mais au moins dans les préparations, il y avait, on va pas dire que ça donnait de la culture, mais des éléments de... Là aussi, ça a sauté quand Richard Descoings est arrivé, surnommé Richie. Richie. Eh bien, qui était un énarque en plus, un conseiller d'État. Je veux dire, Richard Descoings à la base, hein, je peux quand même tout jeter à le dire. Juste en passant, quoi. Donc, c'est pas rien, conseiller d'État, non? Enfin, c'est quand même important. Et je crois qu'effectivement, il y a ça, ce premier élément qu'il faut observer, il faudrait aller plus loin encore sur l'importance d'écoles de commerce, avec tout cet imaginaire que j'appelle MBA, vous savez, Master Business Administration, ce genre de choses. Très emprunt, effectivement, d'un langage entrepreneurial, on voit bien chez les macronistes, Startup Nation et autres, avec une espèce de vide. On parlait de François Mitterrand, il avait... À la fin de sa vie, il avait des entretiens autour de la maladie, je me souviens, dans un bouquin, parce que, bon, effectivement, il était atteint du cancer. Et il a, dans cette discussion avec quelqu'un, et il dit cette phrase que j'ai retenue, « L'homme de ce temps se vide de l'intérieur ». Et j'ai peur que François Mitterrand ait un peu raison. Et il y a ça. Ça, c'est un premier élément. Et je pense... Après, il y a autre chose qui m'intéresse. Il y a tout un discours libéral qui peut-être a pu trouver... du fait de la défaite du camp socialiste, qui a pu, du fait de ce qu'on a appelé la mondialisation. Je le rappelle que le thème de la mondialisation devient obsédant dans le débat français, vraiment, à partir du milieu des années 90, on commence à parler tout le temps de la mondialisation, mais pas avant. Ça c'est quelque chose d'assez net à mon sens, puisque le récit de la mondialisation vient remplacer le récit de la guerre froide. C'est-à-dire, avant, tout s'explique par un affrontement Est-Ouest, maintenant, tout s'explique par la mondialisation. Donc, il y a une espèce de substitution d'un récit par l'autre.
Mais alors, cette espèce de machin de la mondialisation, alors ce qui est extraordinaire avec la mondialisation, personne ne met la même chose derrière. En fait, derrière la mondialisation se cache effectivement l'extension des forces du capital, mais il ne faut pas le dire, mais c'est pas grave. Mais ça, c'est autre chose. Mais en fait, je crois qu'un contexte favorable va permettre à un discours libéral assez ancien de pouvoir trouver de quoi se déployer. Et pour moi, à quoi je pense quand je dis ça, il faut relire, à la fin des années 50, quelque chose qui est pour moi très très intéressant et qui est au cœur du discours libéral. Il faut relire le rapport Armand-Rueff. Le rapport Armand-Rueff de la fin des années 50 est très intéressant parce qu'il dit déjà quelque chose d'une pensée libérale qui va se déployer après. Par exemple, il se plaint déjà, le rapport Armand-Rueff, de la position de monopole des taxis. C'est très intéressant, il dit ça. Et il se plaint déjà que les mécanismes de la concurrence sont grippés. Et n'oublions pas que le rapport Attali prend beaucoup pour référence le rapport Armand-Rueff. Il faut regarder ce qu'il y a dedans. Et il y a déjà tout un discours libéral qui est à l'heure, et qui est le discours suivant, et qui va trouver dans les années 80-2000 de quoi se réaliser. C'est quoi ce discours libéral? De dire, et qui va déjà pointer son nez dans les années 70. Pourquoi finalement la croissance se grippe? Pourquoi économiquement ça va moins bien? Parce que depuis l'après-guerre, on n'a pas arrêté de cumuler des rigidités. On a contrôlé les prix, on a créé un SMIC, puis un SMIC, on a créé, comment dire, on a commencé à... Il faut attendre quand même, Robert Castel le montrait bien dans les métamorphoses sociales. La loi qui réglemente les licenciements n'apparaît que dans les années 70. Pas avant. Et donc, tout le discours libéral de dire que l'après-guerre, avec cet état dirigiste, avec ses interventions, ses contrôles sur les prix, la loi de 48 sur les loyers, et ainsi de suite, a créé des tas de rigidités qui ont bloqué l'économie, qui l'ont rendue inefficace. Je vous rends la parole tout de suite, j'arrête d'être trop bavard, c'est affreux. Bon. Et dans le fond, que pour pouvoir retrouver la croissance qui se grippe, il va falloir faire sauter ces verrous-là. Libérer les forces de marché, libérer les énergies, disait Jacques Chirac. Bon, écoutez, voilà. Bien. Donc, si vous voulez, et ça arrive les années 80, 90, 2000, qui vont permettre de légitimer cette idée que si ça ne va pas, on est devenu trop rigide, donc l'année 83, c'est la flexibilité. Oui. Oui, je voulais dire que la culture du néolibéralisme se prépare de longue date, dès l'après-guerre, avec la société du monde donc dans lesquelles l'économiste Jacques Rueff s'est inscrit. Il s'est inscrit de longue date et il se traduit notamment par l'élection de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan. Et il y a tout un discours dominant qui s'impose dans toute la classe politique. Par les de la seconde gauche, qui ont été le relais, le PS, CFDT, et la première gauche a été battue parce qu'il n'y avait aucune réflexion, c'est pour défendre un monde qui était, entre guillemets, qui avait trouvé ses limites, si je puis dire. Donc ça avait été préparé longue date. Et une observation que je voulais faire à propos du macronisme, c'est qu'il a mis fin à des fausses alternatives politiques, et le système maintenant se trouve réunifié, si je puis dire, mais sa base à la fois électorale et sociologique, elle est plus faible, elle est de 20-24%. Et il n'est fort que de la faiblesse de ses oppositions, et qu'il n'y a pas de vraie opposition. Oui, et juste une remarque. Dans l'affaire Thatcher, ce qui est très important, c'est surtout sa victoire sur les mineurs. Sa victoire sur les mineurs est essentielle, parce qu'elle donne, voilà, elle casse les syndicats, et ça donne le coup d'envoi au patronat le plus revanchard en Europe de pouvoir commencer sa revanche. Parce que défaire les mineurs britanniques aurait pu sembler à une époque impossible. Mais de voir qu'elle réussit à le faire, c'est un signal formidable. Surtout, n'oublions pas, il y a plein de petits éléments qui préparent ça. C'est-à-dire, n'oublions pas aussi un truc en Italie qui est quand même... qu'il faut quand même garder à l'esprit. S'il y a le compromis historique en Italie entre les communistes et la démocratie chrétienne, ça se fait aussi à l'ombre du coup d'État qui a eu lieu au Chili. C'est-à-dire que les communistes italiens se posent la question, est-ce que les Américains les laisseraient prendre le pouvoir tout seuls? Surtout qu'ils ont en tête, qu'ils ont vu l'expérience Allende,
comment ça a fini. Et donc Berlinguer, à l'époque, il a cette idée qu'il faut faire un compromis avec, comment dire, la démocratie chrétienne, parce qu'il sent que aussi la situation n'est pas complètement favorable. Il y a plein de petits éléments qu'on peut retrouver. Et aussi, il y a eu des travaux récents très intéressants sur l'idée que la société serait devenue ingouvernable dans ces années 68-75, c'est tout le livre, l'auteur va me revenir, de Chamaillou, etc. Cette idée que la démocratie déborderait, on demanderait plus de droits et autres, et que, en fait, l'Union européenne, et ça les Italiens le comprennent très très bien, dans toute une littérature italienne que je lis, qui est formidable, la fonction disciplinaire que va jouer l'Union européenne, la fonction disciplinaire que va jouer l'idée de la contrainte extérieure sur le monde du travail. Et c'est ça qui est très intéressant. Et surtout que là, on peut faire un parallèle entre l'Italie et la France des années 80 à nos jours qui est extraordinaire. Et là, j'ai une petite chance de le faire, mais toute petite, mais sur un papier qui va être relativement modeste. Il y a un blog économie un peu hétérodoxe italien avec lequel j'ai pris contact et qui veut que je fasse à partir de mon bouquin, parce qu'ils ont suivi un peu, et puis il y a des gens francophones parmi eux, etc., que je fasse un papier en italien sur la trajectoire fake state française avec le cas italien. Et donc là, je suis en train de préparer ça, je vais l'écrire en italien, et qui va apparaître sur un blog qui s'appelle Critica Economica, un blog italien. Et ils vont faire une recension en italien du bouquin. Alors je suis très content parce que c'est pas un livre que je vais faire, c'est juste une page de blog, ça va pas être très long, mais je vais pouvoir faire cette comparaison parce que le cas italien et le cas français méritent une vraie comparaison, surtout des années 80 à nos jours. C'est très 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 intéressant de regarder les deux. Et vraiment, je regrette très profondément des tas de livres que je lis en italien depuis des années sur ces questions et qui n'ont jamais fait l'objet de traduction française. Et c'est ça qui est dommage. Chers amis, il va falloir qu'on s'arrête. Oui. Je remercie Frédéric Farah. Merci.